Bonsoir, voici les titres de ce journal. Présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi de lutte contre le dopage, répression accentuée et contrôle plus strict. En direct du Palais Bourbon, Madame Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports. Reportage en compagnie d'un médecin sur leurs responsabilités et puis témoignage de notre invité David Douillet, champion olympique et champion du monde de judo. Manifestation de policiers contre le projet gouvernemental de redéploiement des forces de sécurité en France. Enquête sur les tâches de sécurité dévolues aux gendarmes. En Ariège, de jeunes sans domicile fixe ont choisi de se réfugier dans les bois. Ils apprennent à se construire une vie plus communautaire. Sur la route du Rhum, il n'y a désormais que 3 candidats possibles à la victoire, Laurent Bourgnon, Alain Gauthier et Marc Guillemot. Comment lutter efficacement contre le dopage dans le sport? Cette question a pris toute son importance il y a quelques mois après le Tour de France. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, les députés examinaient le projet du gouvernement, projet qui a été modifié vers plus de répression. Alors ça suppose, Dominique, un petit rappel et puis une explication. Oui, il faut d'abord rappeler que ce projet de loi a été voté à l'unanimité par le Sénat en mai dernier, mais vous l'avez dit, dans un relatif désintérêt général. Les étapes judiciaires du Tour de France 98 font que ce texte est aujourd'hui considérablement amendé. Alors parlons, si vous le voulez bien, d'une fusée à 3 étages. D'abord, le sport aura désormais sa haute autorité. Des magistrats, des sportifs, des médecins composeront le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. 9 sages qui pourront, par exemple, interdire à un coureur suspecté de dopage de prendre le départ d'une course. Deuxième étage, la surveillance médicale, autrement dit un examen obligatoire avant d'obtenir une licence. Et en outre, dans l'équipement du parfait sportif, devra figurer désormais son livret de santé sportive, une autre façon de responsabiliser les médecins. Dernier étage, plus musclé, les poursuites pénales. En 1965, date de la première loi contre le dopage, c'était la loi Herzog. Les soigneurs, les organisateurs encouraient une peine d'1 an de prison. En 89, c'est la loi Bambuck, on a doublé la condamnation. Aujourd'hui, la loi Buffet propose de passer à 5 ans et 500 000 francs d'amende dans le cas d'un dopage isolé, à 7 ans et 1 million de francs en cas de dopage organisé ou lorsque la victime est mineure. Un arsenal juridique qui est pour l'instant une spécificité française. Alors contre le dopage du point de vue médical, c'est l'expression de Bernard Kouchner, il s'agit de provoquer un réflexe d'alerte. Si un médecin observe des modifications physiologiques douteuses, il devra, selon la loi, le signaler, ce qui pose à l'évidence un problème de secret médical. Et pour certains praticiens, cette mesure est difficilement acceptable. Voici l'exemple d'un médecin qui travaille dans le milieu du football au Paris Saint-Germain, avec le reportage de Pascal Doucet-Bon et Christelle Bertrand. Il connaît tout des sportifs, leurs articulations, leur langage, leurs faiblesses. Et de cette expérience, Hakim Chalabi, médecin du sport, tire une conclusion majeure. Le soignant est certes en première ligne face au dopage, mais ce n'est pas pour cela qu'il doit se transformer en gendarme. Bien entendu, on est là aussi également pour donner un coup de main pour la lutte contre le dopage, mais en aucun cas nous sommes là pour faire de la police ou faire de la délation. C'est l'avis de la plupart des médecins que nous avons contactés. Les défenseurs du projet de loi, eux, affirment ne pas mettre en péril le secret médical et rappellent que les signalements se feraient de médecin à médecin et que devant l'inefficacité des contrôles, il faut bien trouver de nouveaux outils de lutte. Si un médecin est au courant de pratiques coupables, je crois que ce n'est pas de la délation qu'il alerte le Conseil national de prévention de lutte contre le dopage, mais c'est tout simplement, s'il ne faisait pas, eh bien on pourrait assimiler ça à de la non-assistance à personne en danger, car le sportif dopé est une personne en danger. Et cette non-assistance pourrait donner lieu à des amendes pour les médecins. Le sport de haut niveau est loin d'être le seul concerné. Les auteurs du projet de loi parlent du dopage comme d'un fléau social. Si la loi est votée, la France sera de loin le pays le plus sévère dans ce domaine. Et puis il y aura dans le domaine cycliste, après les affaires du Tour de France, une augmentation des contrôles antidopage. La Fédération française de cyclisme a annoncé qu'elle allait procéder au contrôle de 500 coureurs en 1999. Madame Marie-Georges Buffet, bonsoir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en faisant cette loi, en accroissant la répression, il y a un soupçon a priori qui va désormais peser sur tous les sportifs de haut niveau? Non, je crois que justement la loi va permettre d'arrêter des
propos comme tous dopés. Ça va nous permettre au contraire de mieux cerner la réalité du dopage par un suivi médical accru, de faire cesser les rumeurs, les présomptions de culpabilité. C'est pas une loi plus répressive, c'est avant tout une loi plus de prévention et de suivi des sportifs, d'aide aux sportifs. Et on connaît bien dans le monde du sport, et notamment de haut niveau, dans des grandes compétitions, les enjeux financiers, les problèmes de relations professionnelles avec l'entourage. Est-ce qu'il suffit d'une loi? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus vaste, pas viser uniquement les sportifs? D'abord, la loi elle-même ne vise pas que les sportifs, puisqu'elle s'attaque aussi aux pourvoyeurs. Mais vous avez raison, la loi est un instrument indispensable, essentiel, mais la loi ne suffit pas en elle-même. Nous avons besoin d'une réflexion, d'une mobilisation, sur le rythme des compétitions, sur la situation parfois de dépendance de certains sportifs par rapport aux sponsors. Bon, mais ça c'est tout le travail que nous menons avec le mouvement sportif et que je discute avec mes collègues européens, et j'espère que ces questions seront abordées de façon très franche, très directe lors de la conférence internationale de Lausanne. Est-ce que vous êtes, vous, responsable politique, totalement soutenu par l'ensemble des fédérations, ou est-ce qu'il y a des réticences, que chacun veut garder un peu son précaré? Bon, écoutez, je pense, et on a pu le constater ces dernières semaines, qu'il y a une très forte mobilisation du mouvement sportif contre le dopage. Parce que ce sont des gens attachés au sport, comme moi, qui aiment le sport et qui veulent que le sport garde son éthique, garde son sens, soit un lieu de solidarité, de citoyenneté, de respect des règles. Donc je sens plutôt un mouvement sportif très décidé à prendre des mesures. Vous avez parlé du cyclisme, la Fédération française de cyclisme en est, je crois, un bon exemple. Alors, restez avec nous, vous avez écouté la réaction de David Douillet. David, comment réagissez-vous à ça? Est-ce que vous avez l'impression que cette réglementation française est suffisante? D'abord, ma première réaction, c'est bien. Il faut durcir les choses pour qu'elles soient efficaces. Et ça, des ministres s'y étaient attachés avant et maintenant encore plus parce qu'il y a une bonne prise de conscience. Et ça nous rassure, nous sportifs. Maintenant, il est vrai qu'il ne faut pas faire le ménage que chez nous. Il faut aussi que les autres pays d'Europe et le monde entier fassent la même chose que nous. Parce qu'il y va de l'éthique sportive, de la crédibilité du sport. Et s'il n'y a que les Français qui font ça, ça n'a aucun intérêt. Moi-même, par exemple, je ne fais qu'une compétition en France. Une seule. Oui, et puis c'est le cas de beaucoup d'autres athlètes. Alors, si les autres, certains, continuent leur petit truc de leur côté et font ce qu'ils veulent, leur petite ratatouille, ça va pas aller dans le sens que ça doit aller, c'est-à-dire rendre un sport propre et crédible aux yeux de tous. Madame Buffet, vous pensez que la France va faire école, que d'autres pays vont suivre? Je partage d'abord tout à fait les remarques qui viennent d'être faites. Il ne peut pas y avoir de désarmement unilatéral. C'est pourquoi j'ai entamé un très gros travail au niveau de l'Union européenne. Nous avons obtenu de premiers résultats. Les ministres des Sports vont se rencontrer avant la conférence de Lausanne. Puis il y aura de nouveau une réunion officielle le 30 mai sur cette question de la lutte contre le dopage. Et j'espère que nous allons pouvoir harmoniser nos objectifs, travailler nos législations respectives pour qu'au plan de l'Union européenne, nous répondions tous de la même façon. Et je pense que la conférence de Lausanne va nous permettre de répondre au plan international. Je crois que c'est bien que la France prenne, je dirais, un peu d'avance dans cette bataille pour la santé des sportifs et l'éthique du sport, oui. Mais je pense en effet qu'il faut accompagner nos décisions franco-françaises d'un très grand travail pour que les choses évoluent aussi dans d'autres pays, en sachant déjà que d'autres pays ont des législations, prennent des mesures, qu'il y a des inégalités, mais qu'il y a quand même plusieurs pays qui sont très armés. Madame Buffet, il se pose le problème de la validité des contrôles. David Douillet, est-ce que vous avez l'impression que ces contrôles sont efficaces, sont bien faits? J'ai relevé un chiffre selon le CNRS en 92, il y a eu 8000 contrôles et en fait on est arrivé à 69 cas positifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'impression que c'est très efficace. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là? Il faut quand même dire qu'il y a 13 millions de gens qui font du sport à haut niveau dans le monde et que ce n'est pas la majorité de ces gens-là qui sont des tricheurs. Et ça, je tiens à le souligner. Et Dieu sait si j'en ai vu des athlètes. Donc le dopage reste quand même quelque chose, un phénomène très particulier, très isolé, surtout dans certaines disciplines. Maintenant, il est vrai que par certaines expériences ultérieures, on s'est rendu compte que des gens étaient déclarés dopés et qu'ils ne l'étaient pas forcément. Et par exemple, moi je mets très très en doute en ce qui concerne les contrôles urinaires, et j'aurais aimé que au moins on donne le choix à l'athlète, lorsqu'il est contrôlé, de pouvoir à la fois donner son sang et ses cheveux, en plus
en termes de garantie. Parce que, à mon avis, les contrôles urinaires sont un petit peu désuets. Et j'aimerais aussi, et tous les athlètes de France aimeraient, que la médecine progresse et dans le bon sens, qu'elle soit sûre et certaine, quand elle contrôle quelqu'un de positif, qu'il soit vraiment positif. Oui, parce que c'est le cas quand même, Madame Buffet. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite en condamnant Jamel Bourras? Écoutez, je ne vais pas revenir sur un cas particulier. Bon, il y avait le résultat des analyses. Oui, mais vous l'avez suspendu très vite, non, et maintenant on s'aperçoit que c'était peut-être pas vrai. Il y a eu d'abord les commissions au niveau de la Fédération française de judo. Il y a eu ensuite la décision au niveau de la Fédération internationale du judo. Et moi, j'ai pris une décision qui permettait justement à ce que M. Bourras reprenne la compétition. Mais c'est vrai qu'il y a un problème sur les contrôles. Deux sortes de problèmes. D'abord, maintenant, on arrive à un dopage très sophistiqué où certains produits ne sont plus décelables dans les urines. Ah oui. Donc le simple prélèvement d'urine ne suffit plus. C'est pourquoi nous allons très certainement ce soir, enfin je le souhaite, adopter des amendements qui introduisent la possibilité pour le sportif de demander une prise de sang ou un prélèvement au niveau des cheveux. Deuxièmement, nous avons besoin d'efforts sur la recherche. Ceux qui produisent ces produits dopants sont, je dirais, en avance sur nous par rapport aux moyens qu'ils mettent, et nous avons besoin de plus de moyens par rapport à ça. Et puis je pense qu'au-delà des contrôles, et c'est un peu cette idée de droit d'alerte pour les médecins, nous avons besoin d'un suivi médical permettant d'élaborer un diagnostic et à partir de là, bon, d'alerter le sportif sur sa santé. Je précise qu'il n'y aura pas de rupture du secret médical, puisque si le médecin désire exercer son droit d'alerte, ça sera auprès d'une cellule composée uniquement de médecins assermentés qui ensuite alerteront le médecin de la fédération. Donc il n'y aura à aucun moment rupture du secret médical. Merci Madame Buffet. David Douillet, ça vous rassure? Vous pensez qu'il va y avoir une sorte de nettoyage Ah oui, ça me rassure, parce que moi depuis des années, ça fait 10 ans que je suis au plus haut niveau, j'ai vu ce qui se passait à l'Est, le dopage, on va dire, étatique. J'ai vu aussi les causes de ce dopage, j'ai vu des athlètes malades même, dans différentes disciplines. Et ça, c'est dramatique. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça stoppe. Encore une fois, c'est un épiphénomène, je trouve. Et ces mesures, elles sont bonnes et il faut qu'elles soient absolument établies sur l'Europe et sur le monde entier pour qu'elles soient crédibles. Merci David Douillet. À noter que le RPR s'oriente vers une abstention et l'UDF pourrait voter le texte. Le redéploiement des forces de sécurité, police et gendarmerie sur l'ensemble du territoire français provoque une double réaction, professionnelle et politique. Le projet du gouvernement, pour l'instant gelé, prévoit de répartir différemment les gendarmes et les policiers selon que les communes soient rurales ou urbaines. Mais le plan ministériel se heurte à de vives protestations de la part d'élus locaux qui ne veulent pas que leur commissariat ou leur gendarmerie disparaissent. Aujourd'hui, vous le voyez, les policiers manifestaient à Paris. Alors pour l'anecdote, qui est plutôt savoureuse, il y a contestation entre la police et la police sur le nombre de manifestants. 5600 selon le comptage de la préfecture, 20 000 selon ceux qui étaient dans la rue. Nous nous sommes rendus à Rieux-la-Pape, une ville située au nord de Lyon, où les gendarmes, qui ont un savoir-faire en matière de délinquance urbaine, ne comprennent pas pourquoi ils devraient céder la place aux policiers. Reportage Philippe Visserias et Franz Veillant. Quand il y a des urgences, qu'on dit oui, allô, vite, venez, on a ça, toujours. Il faut demander l'identité, l'adresse et puis le nom de la grand-mère, le nom de la grand-mère. C'est vrai, il y a eu des fois, je vous assure, on a appelé un soir, et ben, c'est jamais venu. À Rieux-la-Pape, la population ne fait pas de cadeaux à ces gendarmes. Présence sur le terrain, intervention rapide, c'est du concret que l'on réclame. Gérard Huleux a pu mesurer cette attente. Après avoir servi en Lozère et Outre-mer, il est arrivé dans cette banlieue difficile il y a 18 mois. Notre manière de travailler fait que nous devons en priorité aller au contact des gens ici. C'est surtout ça qui compte. Un contact peu évident. Passé en quelques années de 1500 à 32 000 habitants, Rieux-la-Pape connaît, comme beaucoup de cités en France, des problèmes de délinquance. Dans ces immeubles, les gendarmes sont rarement les bienvenus. C'est la nuit que se posent les plus gros problèmes pour la brigade. Voitures brûlées, bagarres, cambriolages. Dans cette villa, les voleurs sont passés par le jardin. Et là-bas, il y a des tables Louis-Philippe avec un turc-marbre, qui est quand même tout léger. Hein. Et bon, ben, ils sont partis avec ça. Plus habituée en France à travailler dans des zones rurales, la gendarmerie a dû évoluer ici pour connaître les habitudes des délinquants. On vérifie un petit peu dans les gaines techniques, parce que des fois, c'est des petites cavernes d'Alibaba, des petites surprises. Quoi par exemple?
Il est arrivé de retrouver soit des outils qui peuvent servir à des prochains cambriolages, soit des fois des objets contendants, genre battes de baseball et autres. Mais la présence de la gendarmerie est remise en cause. Selon le projet du gouvernement, Rieux-la-Pape devrait passer en zone police, car cette ville possède plus de 20 000 habitants. Un transfert qui ne laisse pas indifférents les habitants de la cité. Moi je dis les policiers c'est mieux parce qu'ils interviennent plus vite quand même, ils font plus de choses. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? La gendarmerie fait son boulot et la police nationale fait son boulot, c'est la même chose. Hein. Je pense que les jeunes ont plus peur de la police que de la gendarmerie. La municipalité, elle, a déjà pris position pour le maintien de la gendarmerie. Elle sait qu'il a fallu des années aux gendarmes pour s'implanter. Avec la police, tout serait à refaire. La COGEMA, Compagnie Générale des Matières Nucléaires, avait reçu l'autorisation de stocker de l'uranium appauvri sur son site de Bessines, en Haute-Vienne, après une décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. C'était le 5 novembre dernier. Les opérations de stockage d'uranium appauvri à Bessines-sur-Gartempe ont donc commencé. Mais les ingénieurs d'un laboratoire indépendant, la CRIRAD, sont allés sur place pour dénoncer des taux de radioactivité supérieurs aux normes françaises et européennes. Voyez le reportage de François Privat et Philippe Ritten. Sous ce petit lac, l'une des nombreuses mines d'uranium exploitées durant 50 ans par la COGEMA dans le Limousin. Un site en principe réhabilité. Ici, des ingénieurs de la CRIRAD, un laboratoire indépendant. Ils mesurent des taux de radioactivité anormaux au fond d'un ancien bassin de décantation. On est à 300 mètres d'un village, c'est-à-dire que des enfants peuvent venir jouer sur ces boues radioactives, en manger, respirer les poussières lorsque le temps est sec et nous recevons en ce moment ensemble un niveau de radiation qui n'est pas acceptable et qui conduirait sur l'année à dépasser les normes de radioprotection. Dans ce nouvel entrepôt de la COGEMA, après bien des polémiques, un stockage d'uranium appauvri a commencé la semaine dernière. Capacité du dépôt, 2400 containers, soit 200 000 tonnes d'une poudre grise faiblement radioactive. À quelques centaines de mètres de ces hangars et des containers, près d'une ancienne mine d'uranium, de nouvelles mesures hors normes. Il faut savoir que le niveau de radiation autour de ces sites aujourd'hui en 1998 dépasse les normes réglementaires françaises. Nous l'avions démontré en 1993, nous sommes 4 ans après et la situation est la même. Il n'est donc pas acceptable que de nouveaux déchets soient amenés sur des sites qui ne sont pas correctement dépollués, réaménagés. Ne mélangeons pas les problèmes, ça n'a rien à voir. Ce site, avant d'être construit, a fait l'objet l'administration nous a demandé un certain nombre de contrôles qui a prouvé que le site était radiologiquement satisfaisant et a donc autorisé la construction de cet entreposage, qui est lui-même soumis à une surveillance propre. Désormais, ici, chaque semaine, une soixantaine de containers d'uranium appauvri sont entreposés par la COGEMA. De leur côté, des associations écologistes viennent de saisir le Conseil d'État pour tenter d'obtenir l'annulation de cette autorisation de stockage. À Marseille, les agents de conduite SNCF poursuivront pour 24 heures supplémentaires leur mouvement de grève qui perturbe très fortement le trafic régional, mais aussi les TGV. C'est le 9e jour de grève. L'essentiel des revendications porte sur l'augmentation des effectifs et la formation du personnel. Et puis à France 2, la grève entamée lundi des techniciens monteurs d'images d'actualité s'est poursuivie aujourd'hui, ce qui explique la réduction du nombre de reportages et d'images dans cette édition. Les négociations se poursuivent, elles portent sur les conditions de travail et de rémunération. Dans le département de l'Ariège, des jeunes, dont certains touchent le RMI ou d'autres sont sans domicile fixe, se sont regroupés pour trouver les moyens de survivre. Ils sont près d'une centaine dans un canton de l'Ariège à vivre dans les bois. Ils veulent fuir la misère des grandes villes et construire quelque chose de durable. Vous voyez le reportage de Christophe Larocca et Olivier Combe. Ailleurs, on appellerait ça la misère. Mais pour eux, la montagne est devenue un refuge. Guillaume fait partie de la centaine de jeunes arrivés depuis 3 ans dans ce canton d'Ariège. Sa cabane, il l'a construite avec les moyens du bord, un lit, quelques étagères et dehors, un filet d'eau. Non, ça se bouche assez souvent. En ce moment, avec les feuilles qui tombent. Sinon, tu as de l'eau, non? Ouais, l'eau, la source ne tarit jamais. L'eau vient d'une source, la chaleur d'un poêle en fonte qui l'aidera à passer l'hiver à 1000 mètres d'altitude. Guillaume a 22 ans. Il y a quelques années, il a voulu voler de ses propres ailes. Trop jeune pour toucher le RMI. Ici, il n'a pas de loyer à payer. Déjà, d'un point de vue financier, je m'en sortais pas. C'était soit je trouvais un petit boulot et je payais mon appartement et il me resterait 3 fois rien à la fin du mois pour me nourrir.
Ou alors, je tournais de squat en squat à Toulouse, en faisant la manche et puis en faisant la fin de marché pour avoir récupéré des légumes, etc. Moi, c'est pas une vie. 25 ans après, la vague des nouveaux arrivants a suivi naturellement la trace des postes 68A. Comme eux, ils ont investi d'anciennes granges, mais le rêve n'est plus le même. Aujourd'hui, c'est l'aide du secours populaire qui permet à ces jeunes de survivre. Venir ici est certes un retour à la nature, c'est surtout un moyen de fuir la galère des grandes villes. On vit quoi. Le strict minimum, on s'aide les uns les autres, et puis voilà, c'est bien. C'est pas trop dur? Non, pas du tout. Alors là, par rapport à Paris, c'est pas du dur, mais pas dur du tout. Guillaume, attends. Ouais. Je dois passer entre les poussées. Yves, lui, est arrivé ici il y a plus de 15 ans. Au contraire des nouveaux arrivants, il sait que les hivers en Ariège sont souvent difficiles, alors spontanément, il donne un coup de main aux nouveaux venus. Aujourd'hui, c'est Bruno que l'on installe, son abri devrait être prêt dans quelques jours. Ici, on met un poêle pour chauffer cette partie-là. Là, sur la façade du pont, on fait une grande cheminée, puisque Bruno, il est cuistot, donc il a besoin d'une grande cheminée. Et pour son lit, on fait une mezzanine de 2 mètres au-dessus de la cheminée. Quand ils arrivent, ils n'ont rien. Ils ne connaissent rien et ils n'ont rien. Ils sont là parce que ils sont exclus d'ailleurs. Et là, c'est une grosse différence par rapport aux premières générations qui venaient beaucoup plus avec une idéologie, des repères politiques. Et ils sont repoussés de partout, ils essayent de survivre. Ils essayent de trouver un endroit où ils pourraient commencer d'abord à survivre et puis vivre. Dans la vallée, l'arrivée de ces naufragés économiques n'a pas provoqué de rejet. Le canton a perdu 9/10 de ses habitants en un siècle et demi. Et cette vague venue s'approprier l'espace disponible n'est pas la plus turbulente. La population par elle-même n'est pas gênante, mais c'est son intégration qui est gênante. Nous n'avons pas les moyens de traiter cette misère et ce n'est pas dans des régions pauvres de France ou d'Europe qu'on peut traiter cette misère. Voilà, t'as Berlin, pas même une chatte sur le trottoir. Pourtant, dans leur montagne, ces jeunes réapprennent l'entraide et surtout à se projeter dans l'avenir. Guillaume, lui, va agrandir son jardin et se lancer dans un nouveau projet. Retaper une vieille maison, et puis si j'y arrive, je serai content de moi. Une nouvelle vie après plusieurs années d'errance, un avenir qu'une pierre après l'autre, Guillaume s'emploie désormais à construire. Le prix Reporters sans frontières, Fondation de France, a été décerné aujourd'hui à Paris au journaliste syrien Nizar Nayouf. Ce journaliste est détenu depuis 6 ans dans une prison militaire syrienne. Il a été condamné à 10 ans de prison pour avoir rédigé des tracts pour la défense des libertés en Syrie. En Malaisie, c'est le vice-président américain, M. Al Gore, qui a salué le courage des partisans des réformes démocratiques dans les pays du sud-est asiatique. Son intervention a été très vivement critiquée par les autorités malaises. Le forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique auquel il participait, avec des chefs d'État et de gouvernement de 21 pays, s'est essentiellement préoccupé des effets de la crise économique. Ainsi, en Thaïlande, on est loin des euphories de la croissance et les plans sociaux se succèdent, y compris dans des secteurs où les employés n'avaient pas de très gros revenus, c'est le moins qu'on puisse dire. Reportage à Bangkok, Gérard Grisbeck. Depuis 1 an, la crise est visible partout. Ici, les pylônes ne supporteront jamais une nouvelle autoroute. Les constructions inachevées se comptent par centaines. Alors beaucoup d'anciens ouvriers sont restés et se sont installés au pied d'immeubles qui ne verront jamais le jour. La crise était financière, elle est devenue économique et sociale. Le tiers de la population de Bangkok vit dans des bidonvilles. Celui de Klong Toi a connu un véritable boom. Sans travail et sans ressources de l'État, il a bien fallu se débrouiller, trouver d'autres boulots. Le père Joseph Meyer vit ici depuis plus de 20 ans. Cette femme ici, sa fille, a quitté l'école et travaille maintenant dans un salon de thé. En réalité, dans un bordel. Quant à lui, s'il possède une moto, c'est grâce au trafic de drogue. La police de Bangkok n'ignore rien de tout cela. La police? Oh dear. La police, des fois, est très gourmande. Quelquefois, les policiers s'en mettent plein les poches.
Ici, on dit toujours qu'il n'y a pas de mafia parce que la mafia, c'est la police. Mais la crise économique ne frappe pas seulement l'immobilier, elle a tué l'industrie textile. Ces femmes en grève travaillent pour une grande marque américaine de chemises. Elles gagnent 900 francs par mois, le patron leur en propose 700, sinon l'entreprise fermera. Je suis très triste parce que maintenant je suis vieille. Je ne suis pas sûre de trouver autre chose. Et même si je trouvais, je serais moins bien payée. Si c'est la décision de notre patron, il faudra bien l'accepter. La fatalité bouddhiste, une société établie sur deux piliers, la royauté et la religion, qui explique que la crise ne provoque pas des mouvements sociaux violents comme en Corée ou en Indonésie. Mais la réalité est là, après une croissance à 2 chiffres, la Thaïlande découvre la récession et ses 2,5 millions de chômeurs. À Paris, le tribunal de grande instance a débouté Alain Delon de sa demande d'interdiction d'une biographie le concernant. Cette biographie était un projet du journaliste Bernard Violet. Les magistrats ont donc estimé qu'un document de travail ne peut faire l'objet d'une procédure d'interdiction. Et puis à l'occasion du Festival international du film d'environnement qui se tiendra à Paris à partir de vendredi, un sondage a été réalisé par l'IFOP pour France 2 et l'Express. Ce sondage révèle le nom des films qui recueillent le plus de suffrages en la matière. C'est le film de Luc Besson, Le Grand Bleu, qui arrive en tête, toute catégorie, devant Microcosmos et l'Ours. Mais chez les plus jeunes, c'est Microcosmos, le film de Claude Nuritsani et Marie Perrenou, film produit par Jacques Perrin, qui est plébiscité. 3e au classement, comme vous voyez, de ce sondage France 2, l'Express, L'Ours de Jean-Jacques Hano. On a appris aujourd'hui le décès de Renette Loranaise. Cette femme avait au moins 80 ans, elle était aveugle depuis l'âge de 2 ans, elle était originaire de l'ouest algérien, elle était une diva de la chanson arabo-andalouse. Sport, football, le joueur du Paris Saint-Germain, Patrice Loco, est prêté pour 6 mois au club de Division 1, Lorient, actuellement dernier au classement de première division. Et puis la voile, la route du Rhum, seuls 3 candidats sur Multicoque peuvent désormais prétendre encore à la victoire, Marc Guillemot, Alain Gauthier et Laurent Bourgnon. Laurent Bourgnon, vous êtes en direct avec nous. Bonjour. Bonsoir à tous. Alors quelles sont les conditions de course, Laurent ? Alors actuellement, là, on est vraiment dans du Vendée, dans du vandalisé. C'est carrément agréable, je dirais, c'est ambiance club Méditerranée. Il fait chaud, il faut même se protéger la journée parce que le soleil tape dur. Et il faut actuellement, ce sont de longues heures de bar pour vraiment s'appliquer, pour essayer de tirer le maximum de performance du bateau. Et ça va tout ça jusqu'au sprint final de l'arrivée. Alors quand vous dites ambiance club Méditerranée, je veux bien, mais il y en a 2 derrière vous qui font la pression, là, qui sont pas très loin quand même. Ah, c'est clair que je sens dans mon dos le souffle chaud là, de mes 2 concurrents, mes 2 poursuivants tout juste derrière. Et donc ça va être intéressant parce que vraiment là jusqu'au bout, là, ça va vraiment être de la régate, de la vraie compétition. Avec comme belle épreuve aussi le Tour de la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on doit passer sous le vent de l'île. C'est une île qui est assez haute et souvent il y a des zones de calme complètes qui pourront piéger ou favoriser un concurrent. Donc je dirais ce n'est pas encore fini et la route est encore longue. Vous excluez totalement que ceux qui ont choisi la route du Sud, je pense à Perron par exemple, puissent revenir maintenant? Eh bien, disons qu'il y a un petit écart, mais malgré tout, on ne sait jamais. Il faut toujours être méfiant. On a vu déjà sur certaines courses de gros écarts se combler justement avec des passages à niveau comme ça, comme on peut rester collé pendant plusieurs heures dans une zone de dévent sous le vent de l'île. Donc il faut vraiment pas se relâcher, vraiment maintenir la pression jusqu'au bout. Merci beaucoup Laurent Bourgnon et puis bonne route et bonne course du Rhum jusqu'à dimanche sans doute à peu près l'arrivée qui se fera à Pointe-à-Pitre. Et puis c'est pour rire je vous préviens mais ça nous a fait plaisir puisqu'il s'agit de la supériorité gauloise dans un domaine sensible. Voici l'histoire véridique d'un Anglais propriétaire de vaches françaises. Cet Anglais était dans l'incapacité de se faire obéir de celle-ci et donc contraint de faire appel au service de l'un des nôtres. C'est Étienne Lénard qui vous narre la suite. Dans la paisible campagne anglaise, saluons la présence d'un troupeau de 200 Montbéliardes achetés par un fermier anglais. Notre homme avait presque tout prévu, sauf la relative allergie de nos vaches laitières à se faire commander dans la langue de Shakespeare. Mes vagues souvenirs de français de l'école n'ont pas suffi. J'ai pourtant essayé de leur parler, mais les vaches ne m'obéissaient pas. Alors j'ai embauché le jeune Olivier, il est fantastique. Voici donc Olivier Belot, jeune éleveur du Doubs, transformé en interprète
pour expliquer à son homologue anglais comment traiter la montbéliarde. Premier truc, si tu veux qu'elle vienne vers toi, qu'est-ce que tu dis? Viens vite. Viens vite. Et tu répètes ça 2 fois. Viens vite, viens vite. Viens vite, viens vite. Ouais, it's good. And if you want push, you will say, allez. Allez. Viens vite, viens. Viens vite, viens. Viens vite, viens là-bas, viens. Viens vite, viens. Voilà, viens, c'est bien. Quand ils parlent aux bêtes, ils parlent pas de la même façon que nous. Eux, c'est plus par sifflet, ils tapent dans leurs mains, des choses comme ça. Que nous, je sais que dans le Doubs, personne ne siffle les vaches, tout le monde leur parle, quoi. C'est une logique, quoi. On est derrière nos petites vaches et puis on leur parle, on les fait avancer, on les fait venir. Les Anglais ont encore du boulot. Dans quelques mois, une fois ces montbéliardes adaptées, Olivier rentrera dans le Doubs, convaincu toutefois que l'Europe de la vache laitière reste à construire. Allez, grosse. Voilà, fin de cette édition. Je vous rappelle quelques-uns des titres que nous avons développés. À l'Assemblée nationale, le débat de projet de loi de lutte antidopage est revenu. Plus de répression, plus de contrôle aussi, et puis peut-être l'idée d'élargir ce projet à d'autres pays européens qui pourraient suivre la France. Manifestation des policiers contre le plan de redéploiement des forces de sécurité, police-gendarmes sur le territoire. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet. Il fera beau mais froid, prévient-elle pour le week-end. À 20h50, tous ensemble, un téléfilm de Bertrand Artuis. À 22h50, le goût des fraises avec François Cluzet. À 0h25, Florence Duprat pour le dernier journal de la nuit recevra Cheb Mami. Et puis le journal sera suivi du Cercle de Philippe Lefay. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde interrogera Laurent Fabius. Et à 13h, vous retrouverez Carole Gessler. À demain 20h, bonsoir, merci.